Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Après le monde, un livre d'Antoinette Richner. Après le monde, après notre monde. Un roman de l'effondrement et de la reconstruction. Une dystopie et des germes d'utopie. Voilà ce que décrit ce livre écrit en 2020, qui raconte un effondrement survenu dès l'année 2022 et surtout l'année 2023, un effondrement ultra rapide de notre monde suite à un cyclone qui ravage la Californie et qui détruit, notamment ce par quoi ici je parle, Internet et l'économie en entier, et fait s'effondrer les États. Quel monde après ça? Question qui n'est pas anodine, parce qu'un effondrement tel que celui-là peut-être est-il exagéré? Est-il impossible? Pas sûr. Et donc, se poser la question de après le monde, en effet, est important. D'ailleurs, en exergue de ce livre, nous avons des textes signés Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Dominique Bourg, des gens qui, justement, pensent cet effondrement. Personne n'éprouve d'empathie pour la planète bleue, si ce n'est par le truchement des paysages aimés et humés. Voilà ce qu'écrit Dominique Bourg, pour nous faire entrer dans cette planète bleue qui reçoit des coups et qui essaye de se relever. Alors le livre est composé en plusieurs parties. Il y a une première partie qui s'appelle Notre épopée et une seconde 18 ans plus tard. L'épopée de ceux qui ont survécu et qui vivent tant bien que mal dans une nouvelle situation après le monde qu'elles ont toujours connu. Et quand je dis « elles », c'est un choix délibéré d'Antoinette Richner que de s'exprimer au féminin pluriel, avec un « nous » féminin pluriel, parce que cette épopée, elle est écrite et chantée par deux bardesses, dit-elle, qui sont donc des femmes, et les personnages qui sont les titres des chapitres aussi, ou d'une partie en tout cas des chapitres, sont tous féminins. Tous les personnages ne sont pas féminins dans le livre, mais les personnages féminins sont au cœur de ce livre de renaissance. Un monde d'après le monde serait un monde différent du nôtre, et un monde peut-être plus féminin. Mais d'abord, il y a l'effondrement. Il y a ce monde qui avait l'air de tenir le coup malgré tout, malgré le fait que certains, se méfiaient, avaient le sentiment qu'on était proche d'un effondrement. Mais pourtant, on tenait le coup. On vivait d'une manière aveugle à ce qui pouvait se passer et ce qui allait se passer. Commençons par la description du monde d'avant. Nous savions que certaines matières premières étaient d'ores et déjà raréfiées. Une grande part de l'électricité mondiale provenait d'un charbon de plus en plus médiocre. À un certain stade, l'extraire et le transporter représentaient une perte nette. Nous savions que certaines matières premières s'étaient d'ores et déjà raréfiées. Une grande part de l'électricité mondiale provenait d'un charbon de plus en plus médiocre.
À un certain stade, l'extraire et le transporter représenterait une perte nette. Nous savions que pour se maintenir et continuer d'emprunter, les sociétés d'exploitation minière devaient continuellement étendre les territoires sur lesquels elles possédaient des droits. En dépit des variations de prix du pétrole, d'ultimes tours de passe-passe regonflaient le crédit et accroissaient, la dette enflant, le développement du commerce, du trafic aérien, maritime et routier, l'industrie des technologies et de l'armement. Bon nombre de centrales nucléaires vieillissantes n'étaient plus sûres, tandis que nos espoirs de voir des méthodes vertes se substituer à ces sources dangereuses se heurtaient à de nouveaux dilemmes. L'extraction de métaux rares, indispensables à la fabrication des éoliennes comme des panneaux solaires, devenait dévoreuse d'énergie en soi. La pollution des sols, des nappes phréatiques et de l'air atteignait des seuils critiques. L'effet de serre s'était amplifié, avec pour conséquence des épisodes de canicule prolongés, des inondations et des tempêtes. Insectes, oiseaux, vers de terre disparaissaient à toute vitesse. Cette description-là, c'est la description de notre monde. Ces choses-là sont documentées, sont véritables. Mais en même temps, il y a quand même un déni. Imprégnés de culture chrétienne, nous étions mine de rien plus attachés aux traditions que nous le croyions et célébrions plus d'un rite annuel. Certaines d'entre nous avaient été baptisées, mais nous ne baptisions point nos enfants. Certes, le déclin des églises, leur détérioration en tant que patrimoine, nous faisait de la peine. Pour autant, nous ne croyions pas en Dieu. Certaines disaient « Je crois qu'après la mort, il y a quelque chose ». Nous aimions la bande dessinée, le cinéma d'auteur, les arts plastiques et ceux de la scène. Nous fréquentions des festivals et parmi nous, il s'en trouvait qui travaillaient dans le management culturel. D'autres peignaient, étaient photographes professionnels ou médiatrices auprès de publics classés empêchés. Nous discutions passionnément de l'influence grandissante des jeux vidéo. Nous évoquions l'intelligence artificielle, la connexion des données, les réalités virtuelles. Nous tentions d'imaginer le moment où nos corps deviendraient superflus et en quoi consisterait le dépassement des humains par les machines. Penser que dans un monde qui se détruisait, le fait de rester créative préservait notre intégrité, nous soulageait beaucoup. Il y a ici ces gens avancés qui croient en tout cas être avancés et qui finalement se retrouvent au même point que les autres. Et donc il y a cet effondrement total qui a lieu, qui crée des violences, et ce qui est intéressant, c'est que ces violences vont mettre au pouvoir dans le coin de terre qui est celui d'Antoinette Richner, c'est-à-dire ce qui s'appelait la Suisse, mais les frontières n'ont plus lieu d'être dans ce livre-là. Cela met au pouvoir ceux qui sont appelés les frères helvètes, qui virent tous les étrangers de manière ultra-violente et qui sont les représentants d'une tendance politique qui gagne en puissance aujourd'hui, qui est à l'opposé de ceux qui sont décrits, ou de celles qui sont décrites dans la première partie de ce livre que je viens de lire. Eh bien, ces frères helvètes qui chassent les étrangers et qui usent de violence et qui mettent en place une réelle dictature, eh bien, voilà une des premières conséquences. Et puis, il y en a d'autres. Les communications ne peuvent plus se faire, il n'y a plus de carburant, donc on est obligé de voyager à pied, il n'y a plus de communication par Internet ou par téléphonie, donc les rapports humains sont beaucoup plus compliqués. Et donc, nous vivons dans un monde qui n'a plus tout ce qui faisait le nôtre, c'est-à-dire qui n'a plus la modernité. Et cela a des conséquences terribles. La médecine, par exemple, n'a plus les moyens de soigner correctement les gens. Cela a aussi des conséquences inattendues. C'est dans le chaos ambiant, la reconstruction de lieux où des communautés essayent
d'inventer un nouveau monde, sont forcés de le faire. Et ces communautés sont racontées à travers des personnages féminins, de nombreux personnages féminins qui vont et viennent, qui doivent souvent partir, qui se rencontrent, parfois dans la violence, parfois dans une certaine sororité, et qui, fragilement, vont reconstruire un monde. Mais ça n'est pas gagné d'avance. Personnages avec des caractères variés, personnages attachants ou parfois beaucoup moins, qui errent dans ce monde-là. Léna. Fin juillet, on retrouvait les corps sans vie du frère et du neveu de Iyab. 5 heures plus tard, on arrêtait les présumés coupables. 4 jeunes hommes qui se revendiquaient ouvertement néo-partisans des frères helvètes. De toutes celles qu'elle avait eu l'occasion de présider, la session de tribunal de ce 29 juillet 2030 fut pour Léna la plus difficile. Comme l'exigeaient les faits graves, la communauté était réunie dans son ensemble. S'y ajoutaient des représentants des 5 autres communautés de la ville. On voit des institutions qui renaissent dans ce moment-là pour, ici, un problème judiciaire. L'assistance se serrait sur les bancs. Beaucoup avaient dû rester debout. Sur le côté, des volontaires maintenaient les inculpés qui, l'air goguenard, attendaient que s'ouvre leur procès. Bien que la matinée ne fît que commencer et qu'une toile eût été tendue au-dessus des tribunes, Léna transpirait à grosses gouttes. La première affaire qu'elle avait à traiter, déjà, la mettait à rude épreuve. Un couple homosexuel, de vieux amis à elle, avait été molesté par des hommes d'origine yoruba, émigrés du delta du Niger en 2020 et pleinement acceptés en tant que membres des Mélèzes depuis une dizaine de mois. Les Mélèzes, c'est une de ces communautés dans la région de la Chaux-de-Fonds. Scandalisés par les péchés qui se passent ici, expliquait l'un des accusés, ils avaient décidé le jour où ils avaient vu 2 habitants s'embrasser impunément dans la rue, de les châtier ainsi qu'il convenait puisqu'il s'agissait de rien de moins que d'une offense à Dieu. À écouter l'homme qu'elle interrogeait, Léna se demandait comment d'aussi grands écarts de vision avaient pu passer inaperçus au cours du processus d'admission, puisque dans ces communautés, on n'intègre pas n'importe qui. On intègre des gens qui sont ouverts, notamment ouverts ici à l'homosexualité, et visiblement ici, ça n'a pas bien fonctionné. Ces personnes avaient-elles sciemment caché leur intolérance? Ou était-ce la communauté qui avait feint de l'ignorer? Les occasions de confrontation ou d'échange avaient-elles manqué au point que rien ne transparaisse? Pour sa part, elle n'avait eu de conversation poussée avec aucun d'eux, mais elle les croisait souvent dans les bâtiments communs de son pâté de maison. Elle les connaissait par leurs prénoms. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle les avait toujours jugés coopératifs et aimables. Donc voilà un aperçu de la violence de ce monde-là, mais aussi de ce qu'il peut avoir de festif parfois. Ils finissaient maintenant de dîner sur la terrasse d'une auberge, assis tous les 5 sur des bancs de sapin blanc. Durant tout le repas, la petite avait pleuré son âne, inconsolable malgré la limonade qu'on lui avait commandée. Un voyage à dos d'âne, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps chez nous. Quant à Nicole, très entamée par la bière mulhousienne, qu'elle jugeait fameuse, elle observait comment l'argent troublait ceux qu'elle s'apprêtait à quitter. Après leur été chez les Meukeux, où la monnaie, si elle n'était pas interdite, était rendue en grande partie inutile, voilà un autre changement majeur, du fait que la communauté assurait la subsistance de chacun, il semblait piqué d'embarras mêlé de plaisir à posséder soudainement autant d'espèces, d'autant plus grisées qu'ici, tant de choses s'achetaient.
Ils avaient trinqué de nombreuses fois, Olivier tentant d'apaiser Jeanna du mieux qu'il le pouvait. L'ambiance s'était crispée lorsque Nicole avait demandé où ils comptaient se rendre. Rien qu'à leur tête, elle comprit qu'ils n'avaient pas réussi à prendre de véritables décisions. Certains sont chassés. Je crois qu'ici, c'est une scène où justement, certaines personnes sont chassées et vont s'en aller. Et d'autres arrivent. Et les tensions sont extrêmement nombreuses malgré une ambiance festive, malgré une chaleur humaine qui existe encore. Comment cela se termine-t-il ? Quel sera le monde qui naîtra de tout cela 18 ans plus tard ? Chant à gémir. Près de 20 ans se sont écoulés depuis nos chants de redémarrage. Aurions-nous pu, à l'époque, imaginer que le pire restait à venir ? Nous sommes en 2049 et vivons dans l'effroi. Notre stress hydrique est permanent. Température et luminosité, à la surface de la Terre, ne dépendent plus des saisons. À travers gaz, liquide ou solide, le rayonnement solaire suit des chemins que nous ne comprenons plus. Continents, océans et atmosphères ne sont plus capables de renvoyer vers l'espace une chaleur qui détruit les récoltes, déboussole la flore, provoque l'explosive croissance d'insectes ravageurs. Le typhus, la dengue, la fièvre jaune sont en plein essor. Des virus inédits voient le jour. On n'avait pas vu autant de morts depuis les pandémies de 2025. Nous devons fuir l'avancée des sables, la montée des flots. Des crues emportent nos maisons, d'anciennes usines dégorgent et répandent leur poison. Nous creusons des fosses pour poissons morts, oiseaux morts, carcasses pourrissantes de mammifères. Des odeurs de soufre filtrent sous nos portes, fanent nos plants de courges et de pastèques, de haricots ou d'arachides, s'étiolent nos gousses, se distordent des choux affectés de taches qui, lorsqu'elles apparaissent, indiquent déjà qu'il est trop tard. La mort les fige. Voilà. Un monde encore pire, malgré les tentatives de retrouver des communautés qui fonctionneraient. Donc c'est un livre assez pessimiste, malgré les espoirs qui le parsèment. L'espoir, il est dans le chant, l'épopée de ces deux bardesses qui parcourent ce livre, ce nous féminin qui essaye de reconstruire quelque chose, mais qui n'y parvient peut-être pas parce qu'il est trop tard, ou qui n'y parvient qu'un tout petit peu. Alors, quel monde pour après le monde ? Peut-être est-il temps de trouver avant que le monde tel que nous le connaissons s'écroule tout à fait, un nouveau monde. Chant pour tenir. Il y avait gémir, il y a maintenant tenir. Abandonnons l'idée que nature humaine soit synonyme d'égoïsme inconditionnel, nous affirmerons que nous aimons interagir avec nos semblables, avons besoin de justice et de bien commun, et cesserons de considérer comme fatale la lutte de toutes contre toutes. Plutôt que de concurrence, nous ouvrirons des aires de collaboration et connaîtrons de nouvelles formes de prospérité où nous épanouir. À nouveau, nous pourrons nous demander « Comment ça va ? Tu vas bien ?» dans le souci sincère de nos bien-être réciproques et souhaiter longue et belle vie au nouveau-né sans trembler, nous projetant dans un avenir ni dangereux ni stérile, mais vivant et fécond. Nos destins s'enlaceront à nouveau à celles qui nous entourent, nos proches et nos amis, mais aussi l'ensemble de nos consoeurs humaines. Nous y veillerons. Nul ne sera plus tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne sera plus arbitrairement arrêté,
soumises à la torture, à des peines inhumaines ou dégradantes. Nous circulerons librement et pourrons demander l'accueil à qui nous voudrons. Nous aurons le droit de quitter nos territoires et d'y revenir à notre guise. De même, nous aurons droit à notre liberté de pensée, de conscience ou de spiritualité, à notre liberté d'opinion et d'expression. Toutes, nous prendrons part aux affaires de nos communautés. En fait, ici, il s'agit d'une réécriture des droits de l'homme, ou des droits de la personne humaine, pour le rendre moins masculin, ici le rendre d'ailleurs féminin pluriel, comme l'est tout ce livre. Alors donc il y a quand même un futur possible, un futur à inventer, un futur à chanter. Voilà la dernière phrase du livre. Longtemps devait se poursuivre l'alternance de leurs voix. Après le mot, Antoinette Richner.